comme première représentatrice aujourd'hui Virginie Gargano, qui est professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie et qui est membre régulière du GEPAR. Ses travaux de recherche sont tous sur l'intervention en contexte de nature et d'aventure, puis elle mène aussi des expéditions en contexte depuis une vingtaine d'années. Donc, elle vient nous présenter les résultats préliminaires de son étude qualitative. Je vais porter ta voix. Il y a vraiment des gens en ligne? Oui. OK. Je pense que c'est ça la le plus déstabilisant de la présentation. Si je ne peux pas bouger. Pour ceux qui me connaissent, je vais juste. La caméra te suit, la caméra te suit. Ah oui? Avec la caméra, vous n'avez pas à vous préoccuper pour la... Ah! Hey, là! Ah, c'est bon, ça. Bon, OK, super. Écoutez, merci d'être là. Je suis très contente d'être ici ce matin. Ça me fait plaisir de présenter des résultats qui sont encore, à mon sens, préliminaires sur une étude qualitative que j'ai réalisée pendant les dernières années, qui porte sur les effets de la pratique du canot de rivière, de l'escalade rocher et de la randonnée pédestre. Donc, en fait, la problématique de recherche s'inscrit dans le champ du travail social. Pour ceux qui sont moins sont pas issus de la discipline, en fait, le travail social vise le fonctionnement social. Donc, je vais vraiment de façon élargie et le bien-être général des personnes. Et tout ça se décline à travers trois grandes méthodes d'intervention qui sont la méthode d'intervention individuelle, de groupe et l'intervention communautaire. Et donc, en fait, en une intervention de groupe, plus spécifiquement, pardon, on est capable d'atteindre les objectifs via différentes activités. Et en fait, souvent, on part du postulat que le bien-être, c'est bon pour rencontrer justement ces différents objectifs-là en intervention de groupe. Ceci étant dit, quand on regarde dans la littérature, il n'y a pas nécessairement de travaux qui mettent en relation la nature de l'activité et les effets qui sont favorisés. Donc, ce qu'on sait, c'est que d'emblée, dans notre perspective à nous, quand on fait des interventions en plein air avec des groupes, on se dit, bon, ben, on va faire l'escalade parce que l'escalade, ça va être bon pour la communication, parce que quand on grimpe, il y a quelqu'un en haut dans la voie, il y a quelqu'un en bas qui assure, et donc, ça va être bon pour la communication. Même chose pour les activités de canot. Mais ceci étant dit, ça n'a pas vraiment été répertorié au sein de la littérature. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'apporter mon regard plus spécifiquement sur ces activités-là, parce qu'on sait que si on veut soutenir ce genre de démarche-là, il faut mettre ça en relief au niveau empirique. Donc, vous suivez ces clairs jusqu'à maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, je m'entends. Et donc, en fait, ma question de recherche était la suivante. Quels sont les bénéfices psychosociaux des activités d'aventure se déroulant en nature et les facteurs qui influencent leur émergence? Donc, moi, j'ai choisi ces trois activités-là. Le canot et le kayak en rivière. Donc, pour moi, l'aspect de l'élément était quand même assez important. Donc, en canot, en kayak, pas mal la même chose. L'escalade et la randonnée de l'espace. Le cadre conceptuel qui a été utilisé, en fait, c'est un cadre qui est issu, en fait, de différentes lectures et qui met en relief des ingrédients, des éléments clés qu'on utilise quand on fait des groupes, quand on part en expédition avec des groupes, sur lesquels s'appuie, en fait, notre programme. C'est-à-dire qu'on essaie comme ça. Comme ça, c'est pas correct, hein? Ah, parce que là, ne voit pas. Ah, je comprends. OK. En tout cas, je vais des conseils pour les autres présentateurs. Ma copie, fait qu'en fait, c'est ça. On part de l'idée qu'on déstabilise ces personnes, donc on les met dans des situations d'aventure qui vont déstabiliser dans une perception de risque. Okay? Donc, je viens une perception de risque. Donc, il y a des activités qui sont, oui, qui sont risquées, mais il y en a certaines dont on peut changer le niveau de risque qu'on fait vivre aux personnes. L'expérience de groupe, le fait d'être en groupe, on a une incidence sur les effets environnants. Les états de présence attentive, le fait de se centrer sur le moment présent, le fait d'être dans un endroit où il y a moins de stimuli,
où on est moins porté à être surcoulé au plan cognitif, aurait aussi une incidence sur les effets qui sont répertoriés à l'heure actuelle dans les travaux et évidemment l'immersion en nature. Donc, mon corps conceptuel est des celui-ci, sur lesquels là, je me suis appuyée pour réfléchir avec les participants. Au plan de la méthodologie de la recherche, évidemment, une étude qualitative de nature exploratoire. J'ai utilisé l'échantillon de type boule de neige. Est-ce que tout le monde est confortable avec cet échantillon-là? Oui. Okay. Donc, j'ai recruté 10 personnes par activité, auprès desquelles on a réalisé des entrevues d'une durée d'environ 1 ans. Et donc, vous voyez le l'âge moyen des participants, là, qui est environ 36 ans, qui augmente un petit peu à travers les activités. Dans un mouvement mixte en fait majoritairement masculin et avec la présence aussi de femmes, un peu moins en escalade, c'est assez normal, il y a plus de grimpeurs masculins en général que de femmes. Donc, c'est ça. Bon, la randonnée pédestre, j'ai beaucoup d'intérêt pour la randonnée pédestre, mais je n'ai pas eu de temps à interpréter. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne traiterai pas de la randonnée pédestre. Je n'étais pas à l'aise, en fait, à émettre des constats ici de mon étude. Donc, j'ai décidé, là, par souci de cohérence et de rigueur scientifique, de juste mettre ça de côté. Donc, je vais traiter de ces données-là au courant de temps. Bon, je ne vais pas vous faire dans un tableau avec des mots-clés, là, mais en fait, ce qui a émergé des résultats, c'est qu'il y avait des effets, pour moi, ça se déclinait dans différentes dimensions de la santé. Et donc, là, ce sont des résultats principaux, mais ce que je vous invite à voir, en fait, c'est que les effets, par exemple, au plan physique, et évidemment, à travers des entrevues, donc ce ne sont pas des effets physiologiques, ce sont des effets au plan physique. On peut voir en fait que chez les canoteurs et les kayakistes, on relève le bien-être général. Pour eux, ça leur donne de l'énergie et c'est un moyen pour prévenir les blessures, tandis qu'en escalade, l'escalade favorise le développement et le maintien de la force, de l'endurance, de la flexibilité. Et pour eux, c'est une discipline qui se maintient très bien à travers les années. Au niveau psychologique, le calme et la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi font partie des retombées dans les deux disciplines. On va parler d'auto-efficacité en escalade, on va parler plutôt de confiance au niveau du canot du kayak, de compétences, de dépassement, de restauration. Je vais revenir là-dessus là, en canot et en kayak. Et en escalade de rocher, on parle plutôt de fierté et d'humilité. Et ce lien-là d'humilité est relié à la grandeur, en fait, de la paroi, à la grandeur, en fait, de ce que le rocher nous permet de faire. Et au niveau social, on entend les termes de communauté, cohésion, les gens en canot et en kayak par l'interaction significative. Ça a été beaucoup aussi des personnes qui faisaient des descentes de rivière sur plusieurs journées. Donc, c'est sûr que ça a distingué les résultats. La forme de programme, en fait, la forme de pratique va avoir une incidence, en fait, sur les résultats, évidemment. Donc, c'est commun au Québec de partir d'un point A pour descendre une rivière sur plusieurs journées, puis descendre au bout de sortir au bout de 10-20 jours, tandis qu'en escalade, c'est plutôt des journées, en fait, on va dire des camps étoiles dans lesquels on part, on revient. Donc, c'est normal qu'on ne fait pas des interactions significatives et le niveau de cohésion qu'on a comme un canot ou un kayak. Mais ceci étant dit, on va parler de complicité entre deux partenaires, mais de socialisation aussi en groupe. Puis il y a des termes qui émergeaient. Moi, je les ai classés dans la santé spirituelle. On parle de communion avec l'eau. Les grimpeurs ont parlé davantage de communion avec la nature, de sentiment pas de grandeur dans lequel les participants se sentent bien, mais plutôt de faire référence à la grandeur de la nature. Ça donne du sens à la vie. Et même les canoteurs ont parlé d'avoir des moments de transe. Donc, ce serait ça pour les effets. J'ai ici un grimpeur chevronné qui s'appelle Charles Langer qui a voulu se prêter au jeu dans des tours capsules. Évidemment, dans mes entrevues, je n'avais pas de questions directes comme quels sont les effets sur ta santé. Mais dans le cadre de ces capsules-là qui ont été faites, qui ont été réalisées après les entrevues, on s'est permis de poser ces questions-là.
C'est un grimpeur qui est dans une cinquantaine d'années qui pratique l'escalade de roches, de glace. On va voir qui mixe aussi la combinaison des types de voies et qui performe vraiment très bien. C'est pas un conducteur, c'est quelqu'un qui se démarque par le fait qu'il explore de nouvelles voies qui n'ont jamais été explorées jusqu'à maintenant. J'ai pesé sur pause. Virginie écoute bien les consignes, on peut l'applaudir. Je regarde le temps qui passe. C'était que je voulais monter le son. Excuse-moi, c'est la première fois que. Ouais, c'est ça. Ah, putain, c'est au maximum. Ok, excuse-moi. Charles. Excuse-moi, Charles. Excuse-moi, Charles. Alors, share. Et puis, on va passer. Bon, dans tous les cas, ces capsules-là vont disponibles sur mon site de recherche, donc vous pouvez aller les consulter si ça vous intéresse davantage. Mais c'est correct, merci Maxime. Je vais passer maintenant, je ne touche pas à ton ordinateur, voilà. Étant donné le temps qu'on a, je vais passer brièvement en fait sur les relations entre les effets puis les éléments clés en fait susceptibles d'influencer les résultats. Donc évidemment, la nature du groupe, ce ne sont pas des constats, comment dire, qui sont exceptionnels, mais je trouve ça quand même intéressant de le dénoter. C'est-à-dire que si on sait que le canot de kayak va avoir une incidence sur les interactions significatives, le travail d'équipe et la cohésion, mais ça veut dire que dans une posture de travail social ou dans le fait de faire une intervention de travail social, si je reconnais ça, mais je peux vraiment savoir quelle activité privilégiée au détriment ou au profit de d'autres. Puis, ce que je trouvais aussi intéressant dans l'escalade de rocher, qui est pour moi une information qui est différente de ce qu'il retrouve dans la littérature, c'est que les grimpeurs disaient que quand ils grimpaient en grand groupe, donc un peu dans ce qu'on fait en intervention, on prend des grands groupes, on s'en va en bas d'une paroi, on grimpe pendant la journée. C'était plutôt pour socialiser, pour s'amuser, pour développer des habiletés sociales, tandis que pour vraiment avoir un effet au niveau de la relation, il fallait développer une relation de complicité puis réaliser des voies qui étaient beaucoup plus difficiles. Donc, surprenamment, ils ne me parlaient pas du groupe, mais me parlaient plutôt de leurs partenaires avec lesquels ils étaient des voies plus difficiles. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. Et l'autre élément que je trouve intéressant, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, on est surchargé au plan cognitif en raison des demandes de notre environnement, puis que les façons de se restaurer cognitivement sont le sommeil, l'activité physique, la méditation. Mais souvent, ce sont des moyens qu'on doit prendre, en fait, pour être au travail. Et ce que j'ai remarqué à travers les résultats, c'est que les activités d'aventure, à certains moments, pouvaient favoriser cette restauration cognitive-là. Je ne pense pas qu'on peut établir de ligne de cause à effet, là, ça veut dire, bon, ben, le canot, le kayak et l'escalade de rocher, c'est l'équivalent de faire une méditation d'une demi-heure. Je ne pense pas qu'on est rendu dans la littérature, mais je pense que d'être capable de reconnaître qu'à travers les différentes dimensions dans lesquelles on est immergé, c'est-à-dire qu'on doit se centrer sur les aspects de notre corporalité, ça va apporter une certaine restauration au plan cognitif. Donc, par exemple, si on regarde le canot ou le kayak, les participants, ce qu'ils disaient, c'est entendre le son de la rivière, entendre les oiseaux qui chantent quand je suis sur le bord de la rivière, regarder l'eau. Ça, c'est des éléments qui font en sorte qu'on peut se restaurer cognitivement et c'est reconnu au sein de la littérature.
Tandis qu'en escalade, les participants parlaient plutôt de mouvement de leur corps, des sensations et de toucher, en fait. Donc, en fait, le fait de devoir sentir la parole, parce qu'en escalade, des fois, pour aller rejoindre certaines fissures ou certains endroits pour être capable de grimper, on doit se servir vraiment de son corps et non pas de sa vie. Je trouve ça intéressant, en fait, de mettre ça en relief aujourd'hui. Maintenant, en fait, je terminerai avec ça. Évidemment, c'est très bref comme présentation. Vous avez des questions quand on va d'y répondre. Mais essentiellement, il y a certaines limites à cette étude-là, malgré que je trouve ça quand même intéressant comme résultat. Ce sont des résultats qui ne sont pas généralisables, étant donné évidemment la taille de l'échantillon. La méthode d'échantillon pour de règle est très intéressante, en fait, pour aller recruter des personnes dans des populations qui sont difficiles à rejoindre. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on va interroger des personnes qui sont amies et qui ont la même perspective reliée à leur discipline. Et le moment d'entrevue, là, je parle notamment pour les directeurs, on a réalisé des entrevues à l'hiver, mais là, il y a tout l'aspect de l'escalade à l'hiver qui fait en sorte que là, il fallait toujours les ramener à l'escalade de rocher. Je pense qu'il y a quand même vraiment une différence au niveau corporel à grimper l'hiver parce que tu luttes beaucoup plus contre les éléments l'hiver que l'été. Les travaux ultérieurs, moi, ce que je vois, c'est que j'aimerais aller chercher des mesures physiologiques, en fait, pour corroborer la perception de la forme physique, même aussi des états, on va dire, méditatifs, là. Aussi, peut-être faire des entrevues sur les titres, en fait, quand les gens sont en train de pratiquer, on pourrait aller chercher un aspect différent. Et ma plus grande critique des travaux reliés au domaine d'intervention par un contexte d'activité d'aventure, c'est qu'on a plus ou moins répertorié les effets iatrogéniques, on va dire les effets négatifs. Donc, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça marche, c'est beau, c'est super, mais moi, je pense qu'il y a tout un temps aussi de la littérature qui devrait être développée sur qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un, quand il finit un programme, n'a peut-être pas côté aussi fort en auto-efficacité qu'un autre. Ça, je pense que c'est super important de savoir reconnaître ça. Donc, les prochaines étapes, analyse approfondie notamment de la randonnée pédestre et écrire. Donc, je terminerai là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir tenu le temps.